Bonjour à tous, nous sommes toujours à Lyon, à l'hôtel de la Reine Astrid, avec Cyril Tabé, qui est le directeur de JFD Brokers. Bonjour Cyril, bienvenue, et je vais te laisser présenter la société JFD ainsi que ton parcours. Merci Fabien, bonjour. Donc d'abord je suis ravi de faire cet entretien avec toi. Je sais que tu as un site qui est très porteur sur la France. Et c'est un marché justement qui m'intéresse pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'y suis très attaché, étant français moi-même. Et puis en plus parce qu'il y a énormément de choses à faire, je pense, dans notre industrie, notamment en prenant en compte les derniers développements technologiques, les dernières innovations. Et donc je suis ravi vraiment d'être ici, je te remercie pour cette invitation. Alors, effectivement, moi je suis le président directeur général de chez JFD Brokers, qui est un broker assez récent. Finalement, on va fêter nos 2 ans d'ancienneté à la fin décembre cette année. Auparavant, en 2008, j'avais rejoint la société Alpari à Londres, que tout le monde connaît, qui était à l'époque une très petite structure qui fonctionnait très très bien en Russie. Mais qui à l'international n'avait pas une forte présence, donc le cahier des charges était assez simple, il fallait développer cette société à l'international, et c'est ce que j'ai fait en l'espace d'un an et demi, en ouvrant donc les bureaux de Shanghai, de Dubaï, de Mumbai, et en lançant effectivement la plateforme Alpari à travers l'Europe. Et on a réussi à développer, disons, la marque au niveau international avec énormément de succès. Aujourd'hui, c'est la société qu'on connaît. Suite à ça, j'ai rejoint la société Interbank FX en tant que directeur général, toujours basé à Londres. Le cahier des charges était vraiment le même. Interbank était assez fort au niveau américain, sur son marché local. J'ai donc eu la charge de développer la marque, non pas sur l'Europe, mais sur la zone Asie et Moyen-Orient. Effectivement, là aussi, ça a été un beau succès. Par la suite, c'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi à ce que cette industrie avait à offrir finalement aux clients, aux traders. Moi, venant, disons, d'un parcours professionnel qui était au-delà, disons, de la finance. Moi, j'étais vraiment dans les télécoms et dans le conseil auprès des Fortune 500, donc des grandes entreprises. J'avais pris finalement le temps de découvrir au travers de ces années les bons côtés et aussi bien les mauvais côtés de cette industrie. Donc c'est vrai qu'avec JFD Brokers, il m'est apparu vraiment important de repenser le service aux clients, d'essayer de comprendre quels étaient les besoins finalement du marché, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau retail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec JFD Brokers, je pense, je suis très content d'avoir réussi à mettre sur place une offre qui répond aussi bien aux besoins institutionnels qu'aux besoins retail. On va peut-être pouvoir développer sur cette question, mais je pense que ça résume bien ce que JFD Brokers a à offrir à l'heure actuelle. Très bien. Alors, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de rentrer un peu plus dans les détails par rapport à JFD Broker. Donc, on a compris que c'est un broker qui est jeune pour le moment. Donc, les points forts, c'est a priori une manière d'organiser et de proposer le marché aux clients particuliers qui n'est actuellement pas proposé par les brokers majeurs et d'ailleurs par l'ensemble des brokers ciblant justement les traders particuliers. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect? Quelles sont les caractéristiques que vous jugez essentielles et qui font votre force? Bon, alors d'abord, je pense qu'il faut repartir en fait à la base. Il faut essayer de comprendre ce que c'est le marché du Forex et qui fait quoi dans le marché du Forex. Donc très rapidement, on a d'un côté le marché interbancaire où il y a un certain nombre d'acteurs, donc les grandes banques qui vont échanger sur ce marché-là. Si on essaie de comprendre quelles sont leurs problématiques, on pourrait résumer la chose au manque de liquidité. C'est ce qu'on appelle en anglais le shortage of liquidity. Donc quand une grande banque a besoin par exemple de prendre position sur 2 milliards de dollars,
et que le marché interbancaire n'a que la capacité d'offrir le premier milliard à un tarif très réduit, donc à un spread réduit, il y a effectivement un manque. Et si un des acteurs au niveau interbancaire arrive à proposer en fait à couvrir ce manque en disant bon bah moi je suis le seul et j'ai ce milliard là, mais à ce prix là, la banque va le prendre. Ça c'est ce qu'on appelle de la liquidité à valeur ajoutée. Maintenant, si on prend le marché du Forex global, on va dire qu'il y a à peu près 4 trilliards, voire 5 trilliards chaque jour qui s'échangent sur ce marché-là, donc c'est des sommes quand même conséquentes. Il y a peu de Français ou peu de particuliers qui s'en rendent vraiment compte, mais c'est le cas. Et par contre, il y a le marché du retail, donc ça, on va parler des petits porteurs qui vont prendre position sur ces marchés-là, qui vont essayer d'investir, de prendre position, de générer des profits. Ce n'est pas une chose qui est facile à faire, mais c'est tout à fait possible. Et ce marché-là du retail donc, va générer en moyenne entre 300 et 400 milliards de dollars d'échanges quotidiens. C'est quand même conséquent, on peut parler de 8 à 10% du marché du Forex global qui est couvert par les petits porteurs. Historiquement parlant, il y a 10 ans de ça, les banques n'étaient pas du tout intéressées par le marché retail. C'était dû à une limitation, on va dire, technique avant tout. Un petit porteur qui veut prendre position sur 20 000 euros, 100 000 euros, voire 100 000 euros, enfin bref, n'allait pas intéresser les banques parce que tout se faisait de façon plus ou moins manuelle. Il y avait un coût qui n'était pas gérable par ces banques-là et donc le marché interbancaire était fermé. Dans le même temps, il y a des technologies comme l'Internet qui sont apparues, des plateformes aussi de trading comme la plateforme MT4 que tout le monde connaît, le MetaTrader, qui était à la base finalement un outil d'analyse technique qui ne permettait pas de prendre position sur le marché. Ce type de produits ont fait que certains brokers ont décidé de se positionner sur ce marché retail en offrant en fait aux petits porteurs la possibilité de prendre position sur le marché institutionnel avec des spreads interbancaires. Donc il y a 10 ans de ça, les banques ne voulaient pas gérer ces transactions-là. Les brokers se sont dit tiens, il y a une opportunité et il faut qu'on se positionne. Et là, on parle des brokers comme Alpari, FXIM, Oanda, etc., qui sont des brokers historiques, ou IG Market, Saxo Bank, etc. Et à l'époque, la technologie pour créer le lien entre le marché interbancaire et le marché retail n'existait pas. Donc ces brokers se sont mis à faire le marché. C'est ce qu'on appelle la pratique du market making. Quand un petit client voulait acheter, eh bien le broker vendait, créait le marché finalement, sans passer l'ordre aux banques. Voilà. Donc il y avait une vraie coupure. Ça a existé et ça existe toujours, hein, c'est le modèle sur lequel s'est créée cette industrie. À l'époque, c'était très bien parce que ça permettait finalement aux petits porteurs de prendre position sur le marché, mais au final, ça génère un conflit d'intérêts assez important, dans le sens où il y aura toujours un gagnant et un perdant. Et effectivement, l'intérêt du broker qui génère des revenus par cette activité-là va dans le sens inverse de celui du client. Il faut bien que des revenus soient générés. Et ça, c'est en train de changer. En fait. Ça, c'est en train de changer. On a entendu parler d'énormément de mauvaises pratiques. Je crois que les régulateurs, depuis quelques années, se penchent sur le sujet du market making, sur ce conflit d'intérêts. Et on a vu de grands brokers, disons, se faire sanctionner par les régulateurs pour de mauvaises pratiques. Les clients aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués, donc ils arrivent à comprendre ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et dans le même temps, les banques ont accès maintenant à de nouvelles technologies d'exécution, d'agrégation, de traitement en fait, de ces ordres qui leur permettent finalement d'accepter maintenant très facilement, de façon automatique, des tickets plus petits. Donc les banques, si je reviens maintenant aux banques, elles ont tout intérêt aujourd'hui à sourcer de la liquidité fraîche
à partir de ce marché du retail, donc on parle de 400 peut-être milliards de dollars échangés chaque jour, et prendre ces 400 milliards de dollars, créer de la nouvelle liquidité, et le jour où il y a un manque de liquidité, par exemple on parlait du manque sur 1 milliard de dollars, de trouver finalement cette liquidité auprès du marché du retail et de la revendre peut-être à un prix supérieur, donc de créer de la liquidité à valeur ajoutée à partir du marché retail. Donc aujourd'hui il y a un véritable intérêt de la part des banques pour pouvoir obtenir de la nouvelle liquidité de ce marché-là. Et c'est exactement là où j'ai positionné JFD Brokers et là où je pense que le marché va aller sur les années à venir. Je pense d'ailleurs que, donc pour être très clair, tu allais sûrement me poser la question, mais nous n'opérons que sur un modèle d'agence. Nous ne sommes pas régulés pour faire le marché. C'est un constat ou une sorte de commitment, comme on dit en anglais, qui va, disons, à l'encontre de ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais effectivement, je pense qu'on est pionnier sur ce positionnement-là. Et c'est un positionnement qui répond non seulement aux attentes du marché retail, qui a toujours voulu avoir cet accès direct au marché, et en même temps qui répond au positionnement des fournisseurs de liquidités qui sont les banques, qui aujourd'hui ont la capacité, avec nous, d'attraper finalement cette liquidité nouvelle, fraîche, et de créer finalement des revenus avec cette liquidité-là. Voilà. Très bien. Alors, après on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail, donc peut-être que ça intéressera plus spécifiquement les traders ayant une certaine expérience et comprenant un minimum les mécanismes du marché. Il faut comprendre également pour les personnes qui débutent ou qui ne sont pas forcément intéressées par ces mécanismes et qui souhaitent simplement trader, spéculer de manière plus ou moins sérieuse, que cela a une importance cruciale puisque la manipulation et le fait de faire le marché amène bien souvent, je dirais même dans la grande majorité des cas, à des excès, des mauvais comportements de la part des courtiers. Alors ceci dit, vous n'êtes pas les premiers JFD Brokers à vous positionner en tant que voilà, nouveau modèle, ou en tout cas modèle empêchant ce type de manipulation. On voit que parfois, selon les cas, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins crédible. À ton avis, Cyril, qu'est-ce qui fait que JFD se démarque réellement des autres modèles et quels sont les enjeux précis sur lesquels agit JFD pour proposer une solution réellement différente à ses clients? Alors, je précise premièrement que tu as bien précisé, vous avez le modèle simplement d'agence, ce qui veut dire que vous n'avez absolument pas le droit de faire le marché. Donc, toute personne qui va passer un ordre chez JFD, son ordre sera directement transmis à un fournisseur de liquidité qui peut être une banque ou quoi, une institution. On travaille qu'avec des institutions donc financières de premier tiers. Donc ça peut être des banques, ça peut être des prime of prime, ce qu'on appelle, donc des sociétés qui ne font que de l'institutionnel au niveau de la liquidité, donc qui travaillent aussi avec des banques, et on travaille aussi avec les places boursières, parce qu'on va en parler, mais notre plateforme en fait propose différentes classes de produits, 9 au total, dont les CFD sur action, et là effectivement on est en modèle DMA, c'est-à-dire Direct Market Access, un accès direct au marché. Donc on est connecté à une vingtaine de fournisseurs de liquidités et un peu plus de 80 places boursières ou des MTF, comme par exemple le CHAIX ou la bourse de New York ou le Nasdaq, etc., à travers le monde. Donc effectivement, notre activité se résume à la réception et à la transmission d'ordre. C'est vraiment le modèle d'agence pure. Effectivement, nos marges sont réduites par rapport aux autres brokers qui vont générer des revenus sur les pertes des clients. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, et c'est là que réside finalement le véritable conflit d'intérêts, parce que les régulateurs, quels qu'ils soient, que ce soit l'ACP Banque de France, la FCA en Angleterre, la NFA aux États-Unis, ça reste une sorte de chasse aux sorcières, quelque part. Ils essayent de faire quelque chose de bien, mais tant qu'on donne l'opportunité finalement à des brokers dont le seul revenu est basé sur cette activité-là, de pouvoir faire le marché et de générer ce conflit d'intérêts, il y aura des problèmes. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, tu me diras, les banques font aussi le marché. Effectivement, moi quand je passe l'ordre d'un client à une banque, bon, si le client gagne, c'est la banque qui perd, c'est la banque qui va payer le client. La différence, elle est où? Elle est que la banque ne génère pas des revenus que sur cette activité-là.
banque, c'est une société multinationale qui a énormément de sources de revenus. Et finalement, ce qui va intéresser la banque, c'est juste la liquidité, c'est le flot de liquidité. Et comme j'expliquais, de la liquidité très peu chère avec des spreads vraiment minimes sur le marché retail qui vont arriver aux banques. Bon, ben, quand on additionne 1 plus 1 plus 1, on arrive à 10, à 100 et à plus. Et ces milliards de dollars qui peuvent être échangés en fait, d'une banque à une autre banque ont beaucoup plus de valeur qu'un ticket de 10 000 ou de 100 000 sur le marché retail, parce qu'on sait très bien que ce qui est rare est plus cher, et donc parvenir à générer en fait, suffisamment de liquidités pour subvenir aux besoins des banques, des tickets à 100 millions ou à 1 milliard coûte beaucoup plus cher en termes de spread qu'un petit ticket. Donc c'est exactement ce schéma en fait, que moi j'essaie de promouvoir. Il faut que le marché arrive petit à petit à comprendre ça. Il y a une éducation à faire, et c'est vrai que les brokers actuels ont du mal. En tout cas, c'est pas du mal, hein, c'est qu'ils n'ont pas envie du tout d'en parler. Alors moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à notre offre, elle est assez simple. Il y a plusieurs mots-clés. D'abord, il y a l'accessibilité. Donc nous, on a choisi pour le marché retail de travailler avec la plateforme MT4. Je pense que tout le monde connaît cette plateforme-là. C'est la plateforme la plus répandue à l'heure actuelle. Elle est facile d'emploi, mais elle a ses limitations. C'est une technologie qui est assez ancienne, ça fait des années que ça tourne. L'éditeur de cette plateforme est la société MetaQuotes. Ils ont essayé de lancer le MT5, que tout le monde connaît, qui a aussi ses limitations et qui n'arrive pas à supplanter finalement la plateforme MT4. Il y a toute une communauté qui s'est agrégée autour de cette plateforme-là, donc il y a un véritable engouement. On va dire qu'il y a peut-être 10 millions de traders sur MT4 qui se connectent chaque jour sur cette plateforme. Donc c'est énorme. 10 millions Oui, 1 million, c'est ce qu'on dit. MetaQuotes a aussi lancé la plateforme MT4 sous format mobile, donc les applications Android, etc., ou iPhone. Là, je crois qu'en très peu de temps, je ne sais plus les chiffres en tête, mais ça se compte en millions aussi. Il y a peut-être 2, 3 ou 4 millions d'utilisateurs aussi sur la plateforme mobile de MT4. Donc il y a un véritable engouement. Maintenant, nous, on n'était pas satisfaits parce que c'est une plateforme qui n'a jamais été développée pour se connecter au marché. C'était une plateforme, à l'époque, quand elle a été développée, les banques ne voulaient pas de cette liquidité, donc il n'y avait pas lieu de développer la technologie pour connecter cette plateforme marché. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, et on a investi beaucoup de temps, pour moi c'était vraiment important finalement de trouver en fait, la liquidité au niveau du marché retail, de la faire passer à l'institutionnel et de trouver le moyen le plus simple finalement pour déployer cette solution-là. Et c'était la plateforme MT4. Donc on a travaillé au niveau des passerelles, ce qu'on appelle des bridges en anglais, pour pouvoir faire passer cette liquidité-là. Et à l'heure actuelle, JFD Brokers, enfin moi j'en suis ravi, on est la seule société à avoir permis finalement de créer des passerelles qui permettent de gérer donc, toutes les devises étrangères, donc le forex, les commodités, les métaux précieux, les bons du trésor, les ETF, les taux d'intérêt, les taux d'inflation, etc., etc. Donc et les actions, j'oubliais les actions évidemment. Et les actions d'ailleurs, c'est la classe de produits qui a été la plus difficile à intégrer, disons, sur la plateforme MT4. Et nous, on offre un accès direct au marché, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, disons, un CFD sur action est traité, l'ordre est enregistré au niveau de la place boursière. Et on a un système, en fait, d'order routing, donc de routage des ordres, qui va définir quelle place boursière dispose de plus de liquidité pour ce ticket-là. Et on va router en fait l'ordre de cette façon-là directement sur les places boursières. Donc ça, il y a finalement aussi un devoir de transparence pour nous qui est très important, de pouvoir démontrer en fait à l'ensemble des clients qu'à chaque fois qu'un ordre est passé, il est transféré au marché. Donc on est aussi, je pense, le seul broker sur la place à l'heure actuelle qui fournit un rapport d'exécution qui est complètement compliant aux directives du MIFID. Donc on offre la transparence post-exécution. Chaque fois
qu'un client va traiter un ordre sur les devises étrangères, on peut nommer finalement le numéro du ticket, le numéro de l'ordre, le temps, l'horaire en fait, l'instant auquel l'ordre a été reçu, l'instant auquel l'ordre a été exécuté, donc la valeur de l'ordre et le plus important, donc le nom de la banque qui a exécuté finalement cet ordre. Donc cette transparence-là, il n'y a aucun autre broker qui la propose. Certains brokers proposent certains comptes avec, soi-disant, on va dire, parce qu'on ne peut pas vraiment vérifier, un accès direct au marché, mais se refuseront d'offrir cette transparence aux clients, parce qu'effectivement, certains ordres resteront dans le B-book, ce qu'on appelle les books internes de la société de courtage, alors que nous, 100% des ordres passent sur le marché. De la même façon, au niveau de cette accessibilité, pour nous, c'était très important d'offrir la même structure pour l'ensemble des clients. Donc il y a un seul type de compte, qu'on ouvre un compte avec peu de dépôts ou de gros dépôts. Les conditions sont exactement les mêmes. On n'a pas une multitude de comptes pour essayer de perdre le client dans des choix comme ça qui sont parfois difficiles à faire ou qui sont obligatoires. Hein. On va dire, bon, si vous avez un petit dépôt, ben, vous allez traiter sur des spreads plus importants ou autres. Donc pour nous, les conditions sont les mêmes pour tous les clients. Et qui plus est, on offre finalement des spreads interbancaires sans aucun markup. Donc on ne manipule pas le pricing. Les spreads que vous verrez sur la plateforme JFD sont les spreads interbancaires. En l'occurrence, là sur les dernières statistiques, on arrive à générer une moyenne de spread sur la session de Londres pour l'euro-dollar à entre 0,05 pips et 0,07 pips, ce qui est extrêmement serré. Effectivement, c'est vraiment minime, c'est de l'interbancaire. Encore, je pense que beaucoup ne pensaient pas que l'interbancaire était si bas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il était si bas il y a encore quelques années. Toujours est-il, donc ça c'est le spread que vous proposez, donc sur lequel vous ne touchez pas de commission. En revanche, vous, en tant que courtier, vous vous rémunérez justement sur le volume de transactions. Donc vous ajoutez à cela une commission. Pour donner l'exemple de l'euro-dollar, quel est le montant de cette commission? Donc la commission, elle est à 40 $ par million par côté. Donc pour résumer un petit peu, ça pourrait correspondre, ça dépend en fait des paires de devises, hein, mais ça pourrait correspondre sur l'euro-dollar à peu près 0,8 pips. Aller-retour, donc 0,4 à l'aller, 0,4 au retour. Voilà. Donc nos clients peuvent traiter l'euro-dollar en moyenne à moins de 1 pip. Et ce qui est plus important, si vous voulez, enfin si tu veux, c'est que on aurait pu intégrer finalement notre commission au spread. Hein, il y a des brokers qui font ça. Mais pour aller dans le sens du client, c'est beaucoup plus fiable et pertinent de traiter sur des core spreads, donc des spreads hyper serrés, et de charger une commission après. Pour la simple et bonne raison, par exemple, si on pose des limites d'ordre pour essayer de se couvrir, disons, le soir, lorsqu'on dort, et on se dit, bon, bah, si jamais le marché va à l'encontre de ma stratégie, plutôt que de perdre quelque chose, je vais gérer mon risque en passant à limite d'ordre, donc on va mettre un stop loss à un niveau. Si effectivement on traite sur un spread qui est plus important, peut-être qu'au cours de la nuit, le spread comme ça va toucher finalement cette limite d'ordre et triggerer, je ne sais pas comment on dit, activer, déclencher la limite d'ordre. Et donc à ce moment-là, on peut perdre finalement ce qu'on avait voulu, ce qu'on a défini en fait qu'on pouvait perdre. Alors que si on traite sur un spread hyper serré, donc un véritable spread interbancaire, peut-être qu'on peut frôler et puis s'en sortir et le lendemain matin continuer à traiter. Donc effectivement, ça c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais je veux dire, pour vraiment aller dans le sens du client, c'était beaucoup plus important pour nous de leur offrir une totale transparence sur, disons, le pricing interbancaire, de la même façon que quelqu'un qui va investir sur des actions saura exactement quel est le prix des actions sans aucun, comment dire, sans aucun, faut que tu m'aides, hein, sans aucun filtre, voilà, sans aucun filtre, parce que les prix sont définis sur la place boursière. Pour nous, c'est pareil, effectivement, lorsqu'on reçoit le pricing de nos banques, on le fait apparaître, donc zéro manipulation sur le pricing,
zéro manipulation sur l'exécution, et nos seuls revenus sont générés donc par les commissions qu'on charge aux clients, donc une totale transparence sur les revenus de la société. Au final, qu'est-ce que ça génère? Nous, on est vraiment intéressé par le volume du trading. Plus il y a du volume, plus on génère des revenus. Et du coup, plus le client arrive à bien se positionner sur le marché, plus le client va optimiser finalement son rendement sur le marché, plus il va traiter avec nous sur le long terme. Et donc garder les clients sur le long terme, c'est ce qui fait notre force. C'est vrai qu'on est extrêmement bien positionné sur les marchés allemands, suisses et autrichiens, qui sont très pragmatiques. Il y a énormément de brokers, il y a une grosse concurrence là-bas, mais en l'espace de 2 ans, aujourd'hui, on est bien plus important, on a des parts de marché bien plus importantes qu'FXIM par exemple, ou certains autres brokers. Et également, on s'est très bien positionné sur le marché des CFD, qui représente à l'heure actuelle peut-être 50% de nos revenus. Parce qu'il y a un véritable attrait, cette transparence-là est importante et je pense que l'intégrité du broker, elle est très importante finalement pour quelqu'un qui va investir de l'argent sur ces marchés-là. D'accord, très bien. Alors, pour la suite, par rapport à la sécurité, à l'implantation du courtier, puisque là tu nous as présenté beaucoup d'arguments, je pense, qui intéresseront beaucoup de monde. Moi le premier. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours le discours d'un courtier et ensuite il faut des garanties derrière. Alors déjà, par quel organisme êtes-vous régulé? Alors, nous, on a basé la société à Chypre. Alors, c'est vrai que Chypre, ça n'a parfois pas la meilleure réputation, mais tout a été réfléchi. Donc, d'abord, ça fait partie de la communauté européenne. On est autorisé et régulé par la SAISEC, qui est le régulateur chypriote. On est aussi enregistré auprès de la plupart des régulateurs européens, donc auprès de l'ACP Banque de France, auprès de la FCA, auprès de la BaFin, donc en France, en Angleterre, en Allemagne. Et donc non seulement on a les autorisations pour opérer sous un modèle agence uniquement la réception et la transmission d'ordre, mais on a aussi obtenu l'ensemble des régulations pour opérer de la gestion finalement, donc la gestion de portefeuille, qui nous a paru aussi très important dans le sens où ça nous permet finalement d'ajouter une certaine valeur au niveau du service offert au client final, qui peut, via GFD, se positionner sur le marché en propre, mais qui peut aussi utiliser notre expertise, finalement, en investissant de l'argent avec nous et diversifier finalement ces risques. Alors, pourquoi Chypre? Parce que Chypre c'est moins cher, c'est plus efficient au niveau des taxes locales, pour commencer. L'immobilier est moins cher aussi là-bas. L'emploi aussi est plus accessible, donc ça nous coûte moins cher d'opérer là-bas. On a aussi des bureaux en Bulgarie, donc la Bulgarie aussi, ça fait partie de l'Union européenne, et ça nous permet finalement d'employer en Bulgarie un certain nombre de personnels hautement qualifiés, qui ont tous des degrés Bac+4, Bac+5, avec des programmes d'échange sur les différentes universités européennes, qui parlent plusieurs langues. Et au final, en fait, ce contrôle des coûts nous permet de compenser par le manque à gagner auquel on doit faire face, sachant qu'on ne gagne pas de l'argent sur les pertes du client. Nos marges sont bien réduites par rapport au market maker classique. Et en contrôlant finalement ces coûts-là, tout en apportant une qualité de service, disons, de premier plan, on arrive à générer des revenus confortables et à développer notre activité vraiment toujours au service du client. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. Je pense que le deuxième aspect peut discuter, c'est où sont détenus les fonds. Tout à fait, c'est ce que je voulais enchaîner. Voilà. Donc nous, l'ensemble des fonds sont détenus en Angleterre, auprès de diverses banques, par exemple RBS ou NatWest, la branche de RBS, qui est détenue quand même à 90% par le gouvernement anglais. C'est une banque solide. On a aussi Lloyds ou Citibank. Donc 100% des fonds clients sont détenus là-bas.
de façon ségrégée. Il y a eu au début de l'année des soucis au niveau chypriote. À l'époque, on avait, depuis le lancement de la société, 0 fonds clients déposés à Chypre, donc on n'a eu aucun problème, nos clients n'ont pas eu de problème non plus. Et pour nous, Chypre, c'est vraiment finalement pour pouvoir générer des marges suffisantes pour opérer et pour offrir un service de qualité aux clients. Donc il y a peut-être l'aspect, on va dire, l'aspect marketing comme ça qui n'est pas aussi bon que de dire on a des bureaux à New York, à Londres ou à Francfort. Mais au final, ce qui compte pour le client, c'est d'avoir un service de qualité, pas de manipulation sur les prix ni sur l'exécution, un véritable modèle d'agence, un accès au marché, une plateforme MT4 qui soit vraiment complète. Et je pense que pour nous, c'est en train de bien fonctionner. L'accueil était très très bon sur les pays germanophones et je souhaite vraiment que l'accueil soit aussi bon en France. C'est mon souhait en tout cas le plus cher aujourd'hui. Donc enfin Cyril, une question par rapport au développement qui est déjà accompli dans les pays que tu as cités, donc notamment l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche je crois. Voilà, 80% de nos clients sont basés sur ces pays-là. Très bien. Alors comment ça se passe dans ces pays? Quel est l'accueil qui a été réservé par les clients? Comment ça évolue? Écoute, je pense que l'accueil a été très très bon et très très rapide. Finalement, nous on fait très peu de marketing pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que effectivement quand on est market maker, on va générer beaucoup plus de revenus que nous, étant donné que la majorité, on va dire, des petits porteurs peuvent faire des erreurs en se positionnant sur le marché. Donc il y a une grosse tendance à la perte, il faut le dire. D'ailleurs, je crois que le régulateur américain a obligé, il y a quelques années, l'ensemble des brokers à divulguer les chiffres de profitabilité chaque trimestre. Et on voit en moyenne que 30% des clients sont gagnants et 70% sont perdants. Voilà. Après, on ne peut pas non plus systématiquement expliquer ça sur disons le manquement des clients, parce qu'on a bien vu qu'un certain nombre de brokers se sont amusés finalement à manager, à gérer leurs risques en forçant finalement les clients d'une certaine façon à perdre, ce qui sont des pratiques qui sont que moi je regrette énormément et que j'ai vécu personnellement dans les sociétés avec qui je travaillais, et c'est ce qui fait que finalement moi j'ai décidé de lancer JFD Brokers avec un certain nombre de partenaires qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Voilà. Donc l'accueil a été très très bon, d'abord en Allemagne. Dès le premier trimestre, on a réussi à approcher un certain nombre de clients qu'on connaissait déjà. Au début, quand on lance une nouvelle société, ça se passe toujours comme ça. Ces clients étaient tellement satisfaits finalement de l'offre qu'ils en ont parlé autour d'eux, dans les forums, et puis il y a toute cette communauté-là. Et on s'est bien rendu compte finalement de plusieurs facteurs qu'on n'avait pas envisagé en fait à la base. Le premier, c'est que j'expliquais qu'on a une offre complètement démocratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas différents types de comptes à choisir, c'est le même compte pour tous les clients. La seule différence, elle va opérer au niveau de la commission qu'on charge aux clients. Effectivement, sur les gros volumes, on peut réduire la commission. Ça, c'est la seule différence. En fait, tout le reste, l'ensemble des clients y a accès. Donc, on s'est rendu compte que même si on pouvait offrir un accès à notre offre à partir d'un dépôt minimum de 500 $ américains ou 500 €, voilà, avec une taille minimum de combien? Par exemple, sur l'euro-dollar, quelle est la taille minimum de position? Alors là, on avait, je crois, une taille minimum de 0,05, de 5000. Voilà, donc 5 microlots, d'accord. Et là, on est en train de passer à 1000. Un microlot, donc vous aurez le microlot. Voilà, c'est assez simple en fait. Il y a 2 ans, on avait encore peu de banques qui acceptaient en fait cette taille de ticket, et on voulait garantir en fait autant de liquidité
donc des spreads aussi bons et une exécution aussi rapide à l'ensemble de nos clients. Donc on avait limité ça à 5000 et aujourd'hui on a la majorité en fait de nos banques qui acceptent ces petites tailles-là, donc on est en train de lancer ça à l'heure actuelle. Voilà. Mais on s'est quand même rendu compte qu'en ne faisant pas de campagne promotionnelle, en essayant d'attirer le client avec finalement des offres qui cachent l'envers du décor, comme déposer de l'argent et puis on va vous donner 10%, 20%, 30% du dépôt sous certaines conditions, ou bref, il y a un certain nombre de campagnes promotionnelles. On n'a finalement pas vraiment attiré le bas du marché, alors qu'ils ont tout intérêt à travailler avec nous, mais c'est vrai qu'ils sont encore aveuglés, je pense, par ce type de promotion. Et on a attiré vraiment le milieu et le haut du marché. Donc vraiment des clients sophistiqués qui ont immédiatement compris finalement l'attrait de notre offre, qui nous ont suivis. Et on s'est également rendu compte que le lifespan ou la durée en fait opérationnelle de ces comptes était très importante, parce qu'on a aujourd'hui pratiquement 2 ans d'ancienneté. Et les clients qui se sont mis à traiter avec nous dès le premier trimestre, donc on a plus des 3/4 de ces clients qui continuent à traiter avec nous de façon récurrente, ce qui est chose assez rare finalement, parce que moi dans mes précédentes sociétés, la durée de vie d'un compte a été peut-être de 3 mois grand maximum, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment différent avec JFD. Et c'est ce qui fait notre progression très très rapide, étant donné qu'on ne remplace pas des clients qui arrêtent de traiter parce qu'ils ont perdu ou parce qu'ils ont été déçus finalement des pratiques du broker et qu'ils ont essayé de chercher réponse par ailleurs, sans en règle générale la trouver d'ailleurs. Un nouveau client se rajoute à un ancien client. Donc c'est vraiment une progression, je ne dirais pas exponentielle, mais assez rapide. Et ce qui fait notre force aujourd'hui sur ces marchés-là, donc 80% de nos clients sont sur l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, 90% sur l'Europe et une dizaine de pourcents sur le reste du monde, et on opère à peu près dans 63 pays à l'heure actuelle. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt durant cet entretien, je crois qu'on est peut-être 20 fois plus important qu'FXIM sur ces marchés-là, ce qui n'est pas rien compte tenu, disons, des efforts marketing qui sont déployés par ce broker-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le moment de pénétrer le marché français, de faire découvrir cette offre, de faire comprendre finalement au marché français que des alternatives sont aujourd'hui là, qu'il est possible de traiter en direct avec les marchés, avec une totale transparence, et finalement de tirer profit des dernières évolutions business et technologiques qui influent ce marché-là. Donc en France, à l'heure actuelle, on a vraiment très très peu de clients, mais vraiment très très peu. Le site à l'heure actuelle est en train d'être localisé, donc on est en train de le traduire en français. On est en train de recruter du support client français, mais c'est vrai que si aujourd'hui les clients français veulent directement traiter avec nous et qu'ils arrivent à se contenter d'un service en anglais, ils peuvent tout à fait le faire. Et moi-même, je vais essayer de m'employer à promouvoir à ma façon la société. Je suis ravi d'ailleurs que tu aies eu finalement l'envie de travailler avec nous, parce qu'elle est tout à fait je dirais, légitime et honorable, dans le sens où tu as bien compris qu'on apportait un véritable changement dans le sens du client. Et moi j'ai envie parfois de troquer mon costume cravate pour me mettre au niveau non seulement des institutionnels, mais aussi des petits porteurs, pour répondre à l'ensemble des questions qu'ils auraient, pour leur expliquer finalement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, leur permettre de découvrir l'envers du décor, dans un but très simple, c'est de leur permettre de prendre les meilleures décisions quant au choix du broker et quant à l'optimisation de leur stratégie de trading et leur envie de traiter sur ces marchés-là. Très bien, eh bien, on a déjà beaucoup d'informations. Merci beaucoup Cyril, et à très bientôt. Je te remercie, c'est un plaisir.